Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 12, nous réfléchissons sur la surpopulation, un mythe ou une réalité. C'est, me semble-t-il, un des plus grands mythes, les plus ancrés, parce que le sujet est complexe et que bien des fausses idées ont l'air vraisemblables, ont l'air de bon sens, ont l'air presque évidentes. Alors bien sûr, il est facile de façonner les esprits et de nous faire croire qu'il y a ce danger de surpopulation mondiale sur notre planète. Nous allons donc examiner ces fausses idées qui paraissent vraisemblables mais qui n'en sont pourtant pas moins fausses. Et puis deuxièmement, nous allons un peu réfléchir sur les origines de ce mythe de la surpopulation et aussi les différentes solutions que l'on peut proposer. Faut d'abord l'explosion démographique. Elle est facteur de panique et pourtant c'est une idée fausse. C'est une idée fausse parce que si nous étions 7 milliards 400 millions d'individus en 2016 sur notre planète, on nous dit qu'on va être 9 milliards en 2050. Or, depuis 1960, nous assistons à une décélération. En 1950, il y avait une fécondité de 5 enfants par femme. En 2015, la fécondité a baissé pour atteindre 2,5 enfants par femme. On assiste à une décélération de la natalité qui est due à ce que les démographes appellent la transition démographique. De quoi s'agit-il? C'est le fait de constater que moins il y a de mortalité chez les enfants en particulier, les adolescents, et moins, d'une manière naturelle, il y a d'excès dans la natalité. Si la mortalité infantile diminue, la natalité, le taux de natalité diminue lui aussi. Et d'ailleurs, on le voit bien en Europe. Depuis 1970, notre fécondité européenne est en dessous du seuil de remplacement. Prenons l'Allemagne par exemple, Merkel est obligée d'importer 1 million d'émigrés de majorité musulmane en Allemagne pour remplacer le vide de la natalité. En France, en 2015, on a vu 19 000 naissances de moins que les années précédentes. En 2014, toujours en France, le taux de fécondité par femme était de 1,98. En 2015, l'année suivante, il est seulement d'1,93 par femme. Autrement dit, on fabrique en Europe et en France plus de cercueils que de berceaux. Faux aussi le fait d'affirmer que si la population s'accroît, c'est la disette qui va arriver, la malnutrition, le manque de nourriture. L'histoire nous indique totalement le contraire. Les peuples ont toujours su exploiter des ressources soit délaissées, soit méconnues en matière d'alimentation. C'est ainsi que est apparue par exemple la pomme de terre. Et on sait combien l'apparition de la pomme de terre et la culture de la pomme de terre a révolutionné la question alimentaire dans notre pays de France. On le voit également avec le riz, révolution extraordinaire provoquée par des techniques de culture du riz avec les apports d'eau, etc. Et cela a totalement changé non seulement les habitudes alimentaires, mais surtout le fait que l'on puisse nourrir les gens. Il y a plutôt de nos jours un problème, une crise de surproduction alimentaire, et non pas le contraire. C'est donc ce qu'il fallait démontrer
l'augmentation de la population n'engendre absolument pas de problèmes alimentaires sur notre planète. Faux également le fait que l'on fasse une corrélation entre une population qui augmenterait et un développement des peuples qui, lui, serait atteint et régresserait. C'est entièrement faux. Faux également le fait de dire que la croissance d'un peuple va atteindre et faire baisser la croissance économique. C'est le contraire. Bien souvent, dans l'histoire, on remarque que la croissance économique est favorisée par la croissance démographique. Faux également le fait d'affirmer qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles pour tout le monde. Par exemple, on s'est aperçu que le sable était un semi-conducteur en technique, ce qui peut démultiplier les possibilités de transport de l'électricité et tous les objets techniques qui ont besoin de conducteurs. On a découvert que le vent était source d'énergie, que les marées ou que les courants marins également étaient source d'énergie. Tout cela montre que c'est l'homme qui est la véritable ressource et que si les populations vieillissent, et c'est ce qui se passe dans le monde entier, eh bien, ce vieillissement va, à plus ou moins longue échéance, aboutir à une pénurie du capital humain. Mais toute la question, c'est le capital humain et non pas les questions de ressources ou les questions d'alimentation. Ce mythe de la surpopulation a des origines très lointaines. Déjà, on en discutait avec Platon, avec Aristote, bien plus tard dans l'histoire de la philosophie avec Hobbes et avec Adam Smith, mais surtout, bien sûr, Malthus. 1789, la même date que la Révolution française, voilà que Malthus va affoler les esprits en prétendant qu'il n'y aura pas assez d'alimentation pour tout le monde et qu'il n'y aura pas assez de nourriture. Ce pasteur anglican partait d'un principe, là encore, qui paraît tout à fait plausible, qui paraît tout à fait vraisemblable. Il disait, voilà, vous prenez un gâteau. Si vous mettez une seule personne autour du gâteau, elle aura tout le gâteau. Si vous mettez 2 personnes autour de ce même gâteau, les 2 personnes n'en auront que la moitié. Si vous mettez 4 personnes, elles n'en auront qu'un quart. Et si vous mettez 20 000 personnes autour du même gâteau, ces personnes n'en auront qu'un 20 millième. Ça paraît tout à fait logique. Alors on se dit, il faut faire baisser la population pour que les gens aient beaucoup plus d'opulence, beaucoup plus de produits à consommer. Oui, mais c'est oublier que quand on met des gens autour d'un gâteau sur une table, ces gens, chacun a une bouche, mais a 2 mains. 2 mains et un cerveau. Et que plus vous mettez de convives au banquet du monde, plus la production sera possible, aussi bien au plan alimentaire qu'au plan énergétique, qu'au plan des ressources naturelles, etc. Parce que une personne a une bouche, certes, mais 2 mains pour faire les choses et un cerveau pour trouver des solutions. Et c'est ainsi que l'histoire mondiale peut se résumer. C'est finalement des gens qui ont un cerveau et 2 mains. Alors, le progrès est possible. Ce Malthus a eu des petits-enfants. Petits-enfants que sont l'eugénisme, la sélection de la race et donc la baisse de la population mondiale parce qu'on sélectionne les gens, les imbéciles, les faibles, les pauvres, on les élimine et autour du gâteau,
on ne garde que quelques personnes privilégiées. C'est aussi la morale du plaisir qui va dissocier la sexualité radicalement de la procréation. C'est aussi cette visée utilitariste. On élimine tous ceux qui sont inutiles et qui ne sont que des bouches à nourrir, en quelque sorte improductives. Il y a le faux féminisme qui, d'une certaine manière, est fils aussi de Malthus, puisque ce faux féminisme va priver la femme d'un élément absolument essentiel de sa nature, à savoir la maternité. Et puis c'est aussi la résurgence de croyances Gaïa avec le New Age qui va vous dire que finalement l'homme est un prédateur et qu'il faut qu'il retrouve sa soumission par rapport à la nature, et ainsi la nature va primer sur l'homme. On va protéger la nature en supprimant ce grand prédateur qu'est l'homme. Regardez ce faux écologisme, lisez, vous verrez. Pourtant, nos agronomes les plus en vue, les plus compétents, vont non seulement infirmer complètement Malthus, mais aussi toutes ces autres écoles issues de lui. Et je veux parler en particulier de Norman Borlaug, prix Nobel de la paix, et qui va par A plus B démontrer que la planète peut nourrir tous les enfants des hommes qui vont arriver et qui sont pour l'instant déjà là. Alors, maintenant, les solutions. Les solutions à cette question de la démographie, question très complexe certes, mais qui ne se résume donc pas à une surpopulation qui n'en est pas une et qui est une idée fausse. Les solutions sont nombreuses. Il faut d'abord toujours prendre, en matière de démographie, prendre en compte la relation entre le taux de fécondité et le taux de mortalité. Si on n'a pas pris garde d'examiner cette relation taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, et taux de mortalité, c'est-à-dire tous ceux qui meurent, alors on n'a pas une vision exacte des problèmes démographiques. Les solutions, je le disais, sont nombreuses. Il y a d'abord et avant tout la solidarité internationale. Il est bien certain qu'il faut sortir de l'unique pensée de certains États, à savoir le profit et l'argent, en particulier dans les gouverneurs de ce monde, qui finalement sont souvent des puissances financières considérables et qui n'ont aucun sentiment ni aucune morale. Il faut que les États sortent de cela et qu'ils se fassent solidaires les uns des autres, aider dans le développement économique, aider dans le développement moral, aider dans le développement des connaissances, etc. Il y a aussi à retrouver cette notion du bien commun par rapport au bien individuel. Sortir de l'égoïsme pour se rendre compte que si l'on veut être heureux sur cette planète, il faut chercher le bien de tous, le bien commun. C'est aussi le fait d'éliminer trop de superflu. Nous regorgeons de biens de consommation en Occident. Pendant ce temps-là, des enfants meurent de faim. Tout ça parce que nous privilégions le superflu sur le nécessaire. Et puis c'est aussi le fait de se rappeler, comme le dit la doctrine sociale de l'Église, que les biens ont une destination universelle, que les biens c'est le Seigneur qui nous les a donnés et qu'ils sont pour tous et pas seulement pour des privilégiés. C'est aussi remettre en vigueur le principe de subsidiarité. Comment se fait-il que ça soit la Banque mondiale qui décide que tel ou tel pays
doit baisser sa population, recourir à l'avortement, à la contraception, à l'union libre, aux unions antinaturelles, etc. Tout cela serait décidé par une banque mondiale ou par tel ou tel organisme qui va donner ou non des subventions à tel ou tel pays dans le besoin. Depuis quand les pays ne sont-ils pas capables eux-mêmes de gérer leur population? Et puis c'est aussi, bien sûr, comme le disait Paul VI déjà, puis ensuite Saint Jean-Paul II, c'est aussi la redécouverte d'une paternité responsable. Nous ne sommes pas des animaux sans avoir aussi une intelligence et donc une manière de comprendre les choses, de gérer les choses et finalement d'arriver à une paternité responsable qui soit respectueuse de la vie, de la loi de Dieu et de la nature. Il s'agit également de retrouver les vrais droits de la femme. Les vrais droits de la femme qui ne méprise pas sa vocation naturelle à donner la vie, à être mère. Certes, pas seulement mère, mais mère aussi, et d'une manière primordiale. C'est aussi une des solutions de lutter contre une fausse écologie qui finalement promeut la mort de l'homme. C'est ce que les Anglais appellent l'anti-life mentality, la mentalité contre la vie, l'homme étant un prédateur qu'il faut abattre pour finalement instaurer la déesse nature. C'est tout le problème d'un néopaganisme, en quelque sorte, qui est véhiculé par bien des écologistes. C'est aussi la lutte pour la dignité humaine, en supprimant la stérilisation obligatoire des hommes ou des femmes, en montrant que l'homme et la femme trouvent leur dignité en coopérant à la transmission de la vie. Lutter contre ce refus des riches qui ne veulent pas affronter les vraies causes du sous-développement et qui ne veulent pas partager. C'est là une révolution considérable, certes, mais c'est tout de même, en fin de compte, la solution. Que conclure si ce n'est de remarquer, de constater, d'accepter, malgré les idées fausses dont je parlais, d'accepter que les potentialités de notre planète sont largement suffisantes pour assumer la satisfaction des besoins des hommes, pour satisfaire aux exigences d'une population nombreuse. De toute façon, cette population, nous le voyons bien, tend à se gérer, tend à par ce principe que nous appelions au début de cet exposé la transition démographique qui fait qu'il n'y a pas péril en la demeure, qu'il faut être attentif, certes, que les problèmes sont complexes, certes aussi, mais que finalement, eh bien, la planète peut nourrir ceux à qui nous donnons la vie. Et c'est cela, le merveilleux, c'est que finalement, la Genèse ne se trompe pas quand elle relate ce que Dieu dit à Adam et Ève, « Croissez et multipliez-vous ». Il y a là rien qui soit utopique, il y a là la stricte vérité. Oui, la planète nous permet de croître et de nous multiplier. Cela pour la grande joie de tous, dans la mesure où l'on élimine le profit, l'argent, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'individualisme qui ruinent véritablement nos sociétés. Oui, ce qui est important en démographie, c'est le capital humain, c'est l'homme. Soyons amoureux, amoureux de l'humanité, amoureux de chacun d'entre nous, et là commencera
le début du bonheur, parce que finalement, Dieu ne se trompe pas.